Une production des studios Bass. Ce hors-série est une présentation de NextDrive, un réseau d'ateliers pour une nouvelle génération de véhicules. Confiez l'entretien et la réparation de votre VE à des techniciens certifiés et propulsés par NAPA. Hors série. Dans les 14 dernières années, on a vu énormément de changements dans le monde de l'électromobilité au Québec. Les voitures électriques ont pris tranquillement leur place sur les routes. On est maintenant habitué d'en voir. L'évolution a fait son chemin. On a des voitures plus performantes, plus intéressantes. Mais l'évolution se fait aussi dans d'autres créneaux. Et un créneau très important et qui va devenir de plus en plus important dans les prochaines années, c'est tout le monde du transport avec des camions lourds électriques. Et justement, aujourd'hui, pour parler de ça, mais particulièrement d'un projet fort intéressant qu'ils ont mené, on a ici une personne de l'Institut du véhicule innovant. Charles, bonjour Charles. Salut Martin. Écoute, présente-toi qui tu es, qu'est-ce que tu fais à l'Institut du véhicule innovant et qu'est-ce que l'Institut du véhicule innovant? Avec plaisir. Premièrement, avant toute chose, je veux vraiment te remercier, Martin. Merci beaucoup de m'accueillir, de nous accueillir, de me faire une place, là, de nous offrir une super belle tribune pour parler d'un projet qui est vraiment super inspirant. C'est très excitant pour nous. Tu vas le sentir, tes auditeurs aussi. Là, c'est vraiment quelque chose qu'on est fiers d'avoir réalisé. Oui, puis vous l'avez fait avec beaucoup de dynamisme. Génial. Beaucoup de dynamisme. Venant de toi, je suis très content d'entendre dire. Moi, c'est Charles Trudel, je suis ingénieur mécanique, je suis le chef du groupe Applications technologiques de l'Institut du véhicule innovant. On est un centre d'innovation et de recherche appliquée à Saint-Jérôme pour tout ce qui touche l'innovation dans le domaine des véhicules. Tout ce qui touche des objectifs de rendre le transport plus vert, plus sécuritaire ou plus efficace, ça nous intéresse. Ça fait 25 ans que ça existe, l'Institut du véhicule innovant, sous différents noms. On a porté plein de gros projets très connus au Québec dans le domaine de l'électrification. C'est ce qui a fait notre renommée. Puis là, maintenant, aujourd'hui, on est là pour parler ensemble du projet flotte rechargeable camion lourd. À la base, l'IVI aide les entreprises à innover, à développer des véhicules, des bornes, du logiciel, vraiment à peu près tout ce qui touche l'innovation dans le véhicule. Mais notre mission, c'est aussi d'aider des adoptants, des entreprises, des organisations, des villes, des gouvernements qui pourraient adopter des nouvelles technologies innovantes. On les aide via des projets de déploiement ou de sensibilisation comme celui-là qu'on va discuter, à mieux adopter les nouvelles technologies. Tu aurais beau avoir la meilleure technologie du monde, super bien développée, qui est parfaitement adaptée à un marché. Si les gens la comprennent mal, il va y avoir des enjeux, ça va rester tabletté. T'sais. Et on le sait que dans le monde du transport électrique, il n'y a rien comme essayer pour... On dit souvent, une voiture électrique, l'essayer, c'est l'adopter. Le parallèle peut probablement se faire aussi avec le camion lourd. Puis c'est un peu cette talle-là, parce que vous avez eu des projets dans le passé, vous avez fait essayer des voitures à des entreprises. Vous avez commencé, comme on dit, par les différentes étapes. Et là, on est rendu au monde du camion lourd. On le sait comme pas trop, il y en a-tu pas des camions? Certains en ont vu sur les routes. On sait qu'ils commencent à en avoir, mais est-ce qu'il y en a vraiment en grande quantité? Ça ressemble à quoi le portrait du camion lourd au Québec au moment où on se parle? Tu as mis le doigt, je vais répondre à ta question, mais tu as vraiment mis le doigt sur l'enjeu qu'on visait à répondre. Les gens se demandent, c'est quoi les camions lourds électriques? C'est quoi les modèles? Combien ça coûte? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'on peut en acheter? À qui ça marche? Ça marche-tu? Ça fonctionne-tu? Ça marche-tu? C'est-tu rentable? C'est-tu propre? C'est-tu vrai que c'est propre? Ouais. Toutes ces questions-là, c'est ça qu'on visait à répondre avec le projet. Mais le contexte pour ta question présentement, c'est qu'au Québec, on a un terreau fertile pour les camions lourds électriques. Tous les éléments sont là, vraiment. On a notre énergie qui vient d'Hydro-Québec est issue à 99% de sources renouvelables. Il y a plusieurs subventions, des subventions à l'achat sur les camions lourds, des subventions à l'achat et à l'installation sur les bornes de recharge, les études pour les projets pilotes, la faisabilité, l'accompagnement, la consultation, la télématique, tout ça, c'est admissible à des subventions. Il y a énormément d'aide pour aider. Ouais. Le contexte est là et le timing aussi. Là. Et présentement, on a compté tantôt, juste avant l'enregistrement, les plus récentes statistiques, on avait un peu plus que 200 camions lourds électriques au Québec présentement en circulation. Quand on a commencé le projet, je vais en parler un peu plus tard, là, mais quand on a commencé le projet en 2021, il y en avait moins que 10. Donc, il y a une belle courbe présentement. Ça augmente à vitesse grand V, effectivement.
Il y a quand même des cibles fédérales hein, en lien avec les véhicules lourds. Est-ce qu'ils sont toujours là, ces objectifs-là, ou c'est flou? Ils sont là. Il y a des cibles, comme à peu près tout. Toutes les cibles d'adoption, ça passe avant d'être un peu plus ferme par des objectifs un peu plus mous. Puis quand je dis un peu plus mou, c'est qu'effectivement, quelqu'un, comme des gens comme nous, là, qui sommes très intéressés et dans le domaine, on peut aller trouver qu'effectivement, il y a une cible au niveau fédéral de 414 000 camions lourds électriques sur les routes d'ici une date lointaine. Là, je crois que c'est 2030. Ouais. Cependant, c'est creux. Là. C'est creux dans des projets ou des pages web. Là. On n'est pas vraiment dans une cible qui est très publicisée. De toute façon, au Québec, on embarque généralement assez bien dans ces projets-là. Puis la démonstration par la pratique fait en sorte que le mouvement se met en place. Puis les chiffres, on les atteint. Ou en tout cas, généralement, quand tout est là, on réussit à atteindre des statistiques qui sont quand même intéressantes. Mais là, justement, pour aider et que le mouvement se fasse, il faut que les gens puissent essayer. C'était quoi les objectifs? Pourquoi vous avez focusé sur un projet de démonstration? Tu as commencé à en parler tantôt, c'est le contexte. On a commencé ce projet-là, on l'a écrit en 2020, on l'a déposé au ministère qui est notre bailleur de fonds, le ministère de l'Environnement, la lutte au changement climatique, la Faune et les Parcs, le MELCCFP. Ouais. Donc, on a déposé le projet en 2020, on l'a démarré au printemps 2021. Puis, dès le début, là, on visait à répondre aux questions des gens parce que les gestionnaires de flotte, c'est ceux qui font généralement les achats des camions lourds électriques dans les parcs de véhicules. On les appelle les gestionnaires de flotte. C'est un métier, une expertise en soi. Ils se font souvent dire par la direction, let's go, on sauve des GES, on a un plan quinquennal, on s'enligne vers ça, achète-nous des véhicules électriques. Et là, lui, il est un peu entre l'arbre et l'écorce. Il se demande justement, ça va-tu marcher chez nous? Combien ça coûte? Je connais pas ça. La recharge, c'est compliqué. Ça paraît compliqué d'installer des bornes. Dans certains cas, ça l'est. Dans certains cas, ça l'est pas. Mais donc, nous, on voulait offrir une solution, une réponse, en fait, à toutes ces questions-là. On voulait offrir un projet qui permettait d'expérimenter des camions lourds électriques en conditions réelles. On voulait offrir un projet qui était gratuit pour l'industrie, de A à Z, là, vraiment. On voulait offrir un contexte qui est neutre, qui est non biaisé. Nous, on est un organisme à but non lucratif. Comme j'ai dit, notre but, là, c'est vraiment d'aider à adopter l'innovation dans toutes sortes de champs d'application de différents véhicules. Et donc, c'est ça, c'est dans ce contexte-là que nous, on n'a pas de parti pris là, envers un fabricant ou envers un autre. C'est agnostique. C'est ça, exactement. C'est agnostique, c'est neutre, c'est non biaisé, c'est sans risque, sans coût. Et ce qu'on a fait en sorte, c'est de faire, là, c'est de publier une grande source d'information pour beaucoup de gestionnaires de flotte. OK. Donc, vous avez lancé votre projet qui s'appelle Projet Flotte rechargeable camion lourd. C'est un projet qui était en plusieurs phases. Parle-nous premièrement de la phase 1. C'était quoi l'objectif? Oui, effectivement, il y a eu 3 phases. On les a appelées phase 1, 2, 3. On aurait pu être un peu plus marketing. On est un peu des ingénieurs plates. Là. Ouais, désolé pour ça. Mais donc, phase 1, c'était la phase d'information. Notre structure fait un petit peu comme un entonnoir ou un sablier, là, on pourrait dire. Là, on part avec des activités plus simples à organiser avec beaucoup de gens, beaucoup d'entreprises, un grand auditoire. Après ça, tranquillement, on raffine les phases 2, 3. On tombe dans des entreprises, des activités un petit peu plus difficiles à réaliser, un petit peu plus croustillantes, on va en parler, avec un nombre plus restreint de flottes. Mais ce qui est important de retenir, c'est que dans toutes les phases, on a fait recirculer l'information au restant de l'industrie. On a organisé des événements, on a publié des rapports, une page web, etc., pour faire en sorte que les différentes activités publie des résultats qui sont concrets, tangibles pour l'industrie. Donc, la phase 1, c'était une phase qu'on a appelée d'information. On est parti, on a organisé 2 événements, un à Québec, dans un centre de formation en transport routier, un à Mirabel, même chose. Donc, on a visé les deux pôles, on pourrait dire. Les deux, le CFTR. Puis, CFTC et CFTR, qui sont des partenaires du projet, d'ailleurs. Là, on les remercie. Donc, il y a eu plus que 80 entreprises qui sont venues assister à ces événements-là, les 2 événements combinés, là, plus que 150 participants. Ça a été 2 journées vraiment incroyables. On était carrément sold out, là, 2 belles journées d'automne. On a eu tous les fabricants de camions qui proposaient des camions électriques étaient réunis. On avait des pistes d'essai, les flottes pouvaient faire l'essai des camions, puis nous, on avait des salles de cours, en fait, où on leur donnait de la formation sur les camions lourds électriques, l'adaptation des opérations, la recharge, les coûts. Qu'ils comprennent un peu mieux ce que c'est. Hein. Exact. Le but, c'était de répondre à toutes leurs questions avec l'expertise qu'on avait là, en 2022 à ce moment-là. Ouais, okay. Et de là, on est parti dans la phase d'analyse, qui est la phase... Deuxième phase. Exactement. La deuxième phase, on a pris donc les 80 transporteurs, on a fait une sélection, des entrevues, un processus assez rigoureux pour aboutir avec 20 transporteurs qui étaient prêts à embarquer dans le projet d'une façon un peu plus engageante. C'était gratuit pour eux, toujours, je le répète. Bon, là, on voulait répondre de façon plus personnalisée pour eux, pour 3 camions dans leur flotte.
On voulait répondre aux questions, est-ce que c'est possible d'électrifier? Est-ce que ça va être rentable, principalement? Donc là, il y a plein de sous-questions à ça. On a instrumenté 3 camions dans chacune des 20 entreprises pendant 3 mois. Quand je dis instrumenté, c'est qu'on déployait ce qu'on appelle la télématique. C'est des petits appareils électroniques qu'on met dans un port de diagnostic du camion. Et donc, ça nous permet de récolter des données 24/7 sur pratiquement tout ce que le camion fait, où est-ce qu'il est arrêté, où est-ce qu'il passe, vraiment toutes ces accélérations, l'altitude, le dénivelé. Et on en allait aussi collecter les chargements de chaque trajet, de manière à se construire un algorithme qui est capable de prédire sur chaque trajet observé en camion diesel, qu'est-ce qui serait arrivé si le trajet avait été effectué en camion électrique, pour faire des recommandations personnalisées pour chacune des 20 entreprises. Donc, c'est une projection, une analyse logicielle de ce que ça aurait donné. On comprend que dans une phase plus loin, vous l'avez testé en réel dans le camion, mais avant, vous avez quand même simulé le tout pour vous donner une idée. Puis il y a des affaires, vous allez dire, ah non, ça n'aurait pas marché. Fait que ça sert à rien de faire peut-être avec ça des tests en vrai. Mais ça, là, on pense que oui, ça peut marcher. Exact. Ouais. Ça, c'est une modélisation. Effectivement, on a été identifier des conditions gagnantes de façon théorique encore à ce point-ci. Et pour éventuellement, dans la phase 3, puis c'est là qu'on va arriver, faire la démonstration. OK. Donc, la phase qui suit la phase d'analyse, donc c'est la phase d'expérimentation. Donc là, pour les entreprises que vous avez retenues, qu'est-ce que vous avez fait pour que ces entreprises-là puissent le faire? Vous leur avez fourni des camions? Ils ont pris où ces camions-là? Oui. Ben de un, il faut comprendre aussi que le projet, je l'ai pas dit d'entrée de jeu, là, mais on est financé à la hauteur d'1,2 million de dollars. Là. C'est un projet qui a duré pratiquement 4 ans, un peu moins. Okay. Donc, c'est un gros projet. C'est un assez gros projet. Faut, toute chose étant relative. Là. On ne parle pas de la construction d'un pont ici. Là. Ouais. Mais pour un projet de sensibilisation, oui, c'est un assez gros projet. C'est financé par le programme Action Climat du MLCCFP, comme j'ai dit. On a aussi eu Hydro-Québec comme contributeur. Donc, tout ça mis ensemble avec les partenariats qu'on est allé mettre en place avec les fabricants de camions ou les concessionnaires, ça fait en sorte de rendre ça gratuit pour les fabricants. Okay. Donc oui, pour répondre à ta question, on a carrément prêté des camions lourds électriques de plusieurs marques, plusieurs modèles, je vais y revenir, de façon totalement gratuite à des entreprises pendant 1 mois. On a prêté des camions lourds électriques et une borne de recharge installée chez eux pendant 1 mois pour qu'ils puissent vivre vraiment de A à Z l'expérience concrète. C'est quoi vivre avec un camion électrique dans mes vraies routes, avec mes vrais chargements, mes vrais chauffeurs. OK. Et ce que une entreprise X faisait avec le véhicule Y que vous lui aviez prêté, vous les avez orientés là-dedans dans le sens où, j'essaie de m'expliquer plus clairement, c'est pour une entreprise donnée, vous avez évalué le parcours de plusieurs des camions dans la phase d'analyse préalable. Vous avez probablement identifié un trajet en vous disant, ce chauffeur-là qui prend ce camion-là puis qui fait ce trajet-là tous les jours, je pense que c'est un bon trajet électrifié. Donc, vous avez déjà orienté l'entreprise sur qu'est-ce qu'elle devrait faire avec le camion que vous lui fournissez? C'est ton camion, ça va remplacer ton camion 22 avec ton chauffeur Maurice qui fait le trajet entre tel point puis tel point tous les jours. Puis c'est sur ce trajet-là que vous allez utiliser le camion électrique. Vous les avez balisés ou vous les avez laissés l'utiliser comme bon leur semble? Un mélange des deux. On avait effectivement ciblé des conditions gagnantes pour les 5 essais avec 5 entreprises différentes, 5 modèles de camions différents. Mais donc, pour le mois, on leur disait, cible la route qu'on a identifiée dans ce qu'on appelait la phase 2, ceux qui m'ont suivi. Cible la route qu'on a identifiée dans la phase 2 pour mettre le camion à l'essai dans la phase 3 pour les 2 premières semaines, grosso modo. Après ça, dans le détail, on a été plus flexible que ça. Là. Mais... Et par la suite, pour le restant de l'essai, donc les 2 autres semaines, généralement donc les autres 10 jours de vie avec le camion lourd électrique en entreprise, là ils étaient libres. On les guidait, on les encadrait. Là. Il y avait quand même un certain filet de sécurité, mais c'est là qu'ils pouvaient un peu plus tester les limites. Passer le camion peut-être à d'autres chauffeurs ou faire un atelier pour que tous les chauffeurs de l'entreprise puissent toucher le camion, le comprendre, l'essayer, tout ça. C'est vraiment dans un but de rayonner au maximum puis de faire comprendre au maximum de chauffeurs possible dans l'industrie et au maximum de gestionnaires de flotte les bénéfices de ça, là, vraiment en le vivant. Comme tu l'as dit dès le début, là, les véhicules électriques en général, les camions lourds électriques aussi, c'est vraiment l'essayer qui permet aux gens de comprendre et ultimement de l'adapter. Donc, ceci étant dit, reprenons ça étape par étape. Donc, dans ta phase d'analyse, vous avez donc analysé comment les entreprises que vous aviez ciblées circulent, les routes qu'ils font, tout ça. Est-ce qu'il y a des choses qui sont ressorties là-dedans? Est-ce qu'il y a des faits saillants qui sont ressortis de tout ça? Plein, vraiment. Il faut comprendre d'abord les balises du projet, les barrières qu'on a mis à l'entrée. Depuis le début, on dit camion lourd électrique. C'est effectivement ça qu'on visait, mais plus dans le détail, là, c'était des camions de classe 6 à 8. Si les gens, ton auditoire là, est peut-être moins familier avec le transport lourd, un camion des classes
ça va jusqu'à 8. Là, donc, 8 étant plus pesant que 6, évidemment. Là. Ça, c'est des classes en fonction du poids du Exactement. véhicule. Des classes en fonction du poids total en chargement qu'on appelle combiné, le plein. Le poids nominal brut du véhicule ou le poids nominal brut là, en chargement combiné. Là, le tracteur et la remorque et son chargement. C'est peut-être un peu technique, là, mais imaginons pour un classe 6, peut-être les gens sont plus familiers, le Lion 6 qu'on voit sur les routes beaucoup, là, c'est comme un gros camion de déménagement. Ça, c'est un classe 6. Des fois, ça va être des classes 7. On appelle ça des straight body, des camions droits, là, qui sont des porteurs, des camions porteurs. Et d'habitude, bien qu'il y ait des classes 8 porteurs, d'habitude, un classe 8, ça va être un semi-remorque. Donc, avec une grosse boîte, 53 pieds. Là, exactement. Avec une remorque 2 essieux, 3 essieux, 4 essieux. Là, il y en a une variété. Là, on pourra rentrer dans ces détails-là si ça t'intéresse. Mais donc, c'était classe 6 à 8. On visait des applications, des flottes qui opèrent des camions qui reviennent à un seul dépôt la nuit. On appelle ça dans le jargon return to base. Là, les camions reviennent donc pour faire dodo à un entrepôt. Donc, il n'y a pas d'opération 24/7 typiquement chez nos participants. Et on visait aussi des participants qui opèrent dans un rayon d'opération de 160 km et moins autour d'un port d'attache. Okay. Donc, c'est à vol d'oiseau, ce qui fait un diamètre de donc 320 km. C'est assez gros, là. Dis-moi si je vois juste, Charles, là, un exemple de ça, ça pourrait être, par exemple, un magasin de meubles. Donc, qui va livrer des meubles pendant la journée. Donc, si le magasin de meubles a plusieurs succursales, on peut penser que la succursale de Laval livre dans Laval et les environs, donc a un rayon qui est pas trop grand. Les meubles sont pas forcément livrés la nuit, donc le camion de meubles est dans l'entrepôt la nuit, branché, en train de se charger, puis avec des employés qui mettent des meubles dedans pour que le chauffeur puisse partir le lendemain matin. Oui. Donc, le véhicule est la moitié du temps, ou mettons le tiers de sa journée en train de livrer des meubles, puis le 2/3 du temps dans l'entrepôt en train de se charger. Et voilà. Mais là, tu viens de décrire en plus 100% les conditions qui seraient parfaites pour électrifier. Et ça... T'as l'air de connaître ça, Martin. Ouais, peut-être. Peut-être, là. Mais c'est un exemple de return to base. C'est très différent d'un véhicule, par exemple, qui part de Montréal puis qui va livrer des trucs à Toronto. Oui. Ou qui va chercher des fraises en Californie. Exactement. Avec un duo de chauffeurs qui se relayent durant la nuit. Là. On est à l'autre extrême. Donc, on faisait du transport local. Mais ça reste que c'est une proportion très grande de ce qui se fait en termes de transport. Hein. Faut pas que les gens pensent que le transport sur nos routes, c'est juste des gens qui roulent pendant 4 jours pour aller livrer leurs affaires. La plupart des camions de livraison, c'est sur des petites distances et c'est des shifts là, ou des périodes de travail qui sont balisées tout à fait normales. Oui, absolument. Notre fameux 160 km de rayon d'opération, là, on l'a pas sorti de notre chapeau. Là. C'est la limite pour être classé transport local. En dessous de ça, on est classé transport local. Et il y en a 44% des propriétaires exploitants de véhicules lourds du Québec qui sont enregistrés, qui opèrent sur du transport local. Okay. Donc, on visait quand même une bonne cible. Il y avait beaucoup de gens là, qui répondaient à ces critères-là. Et donc, avec la phase d'analyse, si vous m'avez suivi, on avait 20 entreprises, que je disais il y a quelques minutes, 3 camions par entreprise, donc 60 camions au total. Ouais. Et ça a roulé ces essais-là où on a instrumenté les camions diesel pour comprendre le portrait de l'industrie dans le but de modéliser, là, de décembre 2022 à août 2023. Donc, c'était une longue période. On a eu un hiver et on a eu un total de 818 000 km. Il y a eu 28 000 routes qui ont été parcourues, presque 16 000 heures de trajet. C'est l'équivalent à 665 jours de conduite. Donc, notre échantillon, c'est seulement, entre guillemets, 60 camions, mais le fait qu'on les a instrumentés longtemps, on était capable de prendre un bon pouls de ce que les camions diesel font. Donc, c'était notre base pour cerner après ça des conditions gagnantes pour l'électrification. Quand tu dis prendre le pouls, si c'était mon médecin, je comprendrais ce que tu veux dire par prendre le pouls. Là, on parle de camions. Donc, concrètement, qu'est-ce que vous mesuriez? Tu as parlé de télématique, donc d'un bidule électronique qui va mesurer un paquet de trucs du camion. On se doute que vous mesurez là où il va. Donc, il y a un GPS là-dedans, puis vous voyez les routes qu'il fait. Mais vous avez mesuré quoi, outre le chemin parcouru? On s'est servi de la télématique comme un instrument de collecte de données. Ensuite, on a tout traité nous-mêmes là, dans des algorithmes qu'on a montés à partir de rien là, à travers les années du projet. Là. Mais donc, on allait récolter avec la télématique les distances, comme tu as dit, les tracés, les vitesses, mais aussi les accélérations, les montées, les descentes. On allait s'interfacer avec un système qui donne les élévations. On avait les heures, les emplacements des arrêts, parce que c'est important pour la recharge. C'est les arrêts qui se transforment en recharge éventuellement. Et ce qui était très difficile du projet, c'était d'aller chercher les chargements de chaque trajet pour comprendre l'impact de la masse. On va y revenir. Un camion qui livre, je sais pas moi, Cascade qui livre un chargement de papier hygiénique,
puis je sais pas moi, la BAT qui livre des caisses de bière en vitre, pareil, hein? c'est pas le même poids. Non. Mais même la même flotte, le même camion peut livrer des chargements qui sont complètement différents d'une heure à l'autre de la journée. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'il fallait qu'on aille l'isoler trajet par trajet. Ensuite, on allait comprendre aussi leur consommation d'énergie en litres, en litres au 100 de diesel là, brûlé. Ce qui n'est pas une mesure directe de combien d'énergie électrique va être nécessaire dans la batterie, là. Cependant, c'était comme ça qu'on établissait notre baseline pour établir les GES qui allaient être sauvés, en allant chercher leur vraie consommation de diesel. C'était comme ça qu'on allait chercher leur coût d'opération aussi de camions de diesel. On avait les températures et avec tout ça, on a aussi calculé donc la rentabilité des camions électriques et on modélisait l'impact au niveau de la réduction des gaz à effet de serre aussi. Puis toutes ces mesures-là avaient visé un objectif, en fait, là, très précis, qui était quoi? De savoir ça prend quoi comme camion, ça prend quoi comme batterie là-dedans pour être capable de faire la job. Si on bascule de diesel à batterie, ça va nous prendre quoi comme camion pour être capable de faire la job? Ça va prendre quoi comme camion, quoi comme taille de batterie? Est-ce que le camion existe aujourd'hui? Est-ce qu'il existe bientôt? Nous, on était très, très pragmatiques. Quand on fait des recommandations, c'est que, puis qu'on dit que c'est électrifiable, ça marche là. C'est là, ou horizon 0-2 ans. OK. Gros maximum. OK. Ouais. Excellent. Justement, parle-nous donc de l'information sur les camions que vous avez été capable. Les camions diesel, donc avec le début des paramètres que j'ai commencé à expliquer là, au niveau des classes puis du retour à la base, etc., là, on s'est rendu compte que même avec tous ces critères-là, qui étaient quand même on pourrait dire sévères, là, on avait 44 camions tracteurs, 16 camions porteurs, donc 44 classe 8 et 16 camions classe 6 ou 7 porteurs. On s'est rendu compte que malgré tous les critères qu'on avait mis à l'entrée, il y avait quand même une énorme disparité dans les applications. Il y a des gens qui roulent très, très, très pesants. Il y en a qui roulent très légers. On avait des camions tracteurs qui roulent avec des masses totales maximum de 16 000 kilos, ce qui fait grosso modo, là, je veux dire 35 000 livres. Là. Je fais pas de mathématiques en public d'habitude, mais là, je viens d'en faire, là, j'ai brisé ma règle. Alors que le camion, généralement, là, avec une remorque 2 essieux, peut rouler jusqu'à 80 000 livres. Donc, on avait du très léger, on avait du très lourd, trop lourd pour électrifier. On avait des gros rouleurs, des petits rouleurs, des gens qui font beaucoup d'autoroutes, des gens qui en font jamais. Donc, on avait vraiment une grande variété. Ça a été un des premiers constats. OK, excellent. Et outre le poids de ce qui traîne, j'imagine que vous avez établi des balises en termes vous avez dit déjà qu'il fallait que ce soit des camions qui reviennent à l'entrepôt le soir avec des rayons, 160 km. Ouais. Tantôt, quand vous avez mesuré les distances parcourues, est-ce que ça variait beaucoup ou c'était assez? On a été surpris. Au niveau des porteurs, c'était plus homogène. On avait des camions porteurs qui allaient parcourir autour de 150 km par jour, 165 km, je me rappelle, c'était notre médiane. Mais au niveau des camions tracteurs, oh là là, malgré qu'on ait mis un rayon d'opération de 160 km, nous, on s'était dit, ça va être des relativement petits rouleurs. Non, on s'était trompé. Des fois, il y a des tannants, mais c'est pas des tannants, c'est leur manière d'opérer. Là. Malgré qu'ils restent dans un rayon d'opération comme ça de 160 km et moins du port d'attache, ils trouvaient quand même le moyen de rouler 700-800 km par jour. On a été assez surpris de voir ça. Beaucoup de déplacements à l'intérieur de ce cercle-là. Là, ouais. T'en avais qui roulaient 24/7. Il y en a qui se sont faufilés malgré nos critères là, dans le projet. Là. OK. En termes de consommation maintenant de diesel de ces véhicules-là, qu'est-ce que ça, c'est super le fun pour l'auditoire. Là. Ceux qui sont moins familiers avec le transport lourd, là, peut-être, vous le savez pas, là, un porteur, là, ça va consommer environ, nous, on a mesuré là, 30 litres au 100. Et un tracteur, dans notre échantillon, avec nos conditions que j'ai décrites plus tôt, là, c'est 44 litres au 100. Ça consomme pas mal. Et donc, il y a des bons gains GES à aller faire. Le diesel étant relativement polluant, c'est relativement facile de trouver quelque chose de mieux pour l'environnement. Oui, c'est clair. Et là, on fait abstraction de l'argent, mais tantôt, on va en parler dans la rentabilité. Mais quand tu roules à 44 litres au 100, puis que tu mets, je sais pas combien de centaines de litres, là, je connais pas la grosseur des réservoirs de ces camions-là, faire le plein, ça coûte une beurrée. Ça coûte cher, effectivement. Puis au niveau de l'impact aussi environnemental, quand on se rappelle, chaque litre de diesel brûlé, là, ça émet 2,7 kg de CO2 équivalent. C'est assez gros. Sur une base annuelle, un camion lourd, tel que ceux dans notre projet, là, ça va émettre au pot d'échappement les mêmes émissions que 19 véhicules légers. Wow, OK. Ouais. Quand même important. Si on arrondit, c'est comme 1 pour 20. Fait que si on remplace un camion électrique, un camion diesel sur la route par un électrique, c'est comme si on venait de sauver 20 véhicules légers. 19, ouais. Donc, est-ce qu'on peut parler maintenant de scénarios typiques de consommation que vous avez observés dans le cadre de cette phase-là? Oui, toi, tu as un éditoire technique. On va se permettre une petite incursion dans le domaine technique rapidement. Là. Les porteurs, en fait, un des constats aussi qu'on a fait, là, c'est que
on peut pas dire un camion électrique consomme 150 kWh au 100 km. Alors qu'un véhicule léger, personnel, on peut dire, tu sais, avec la mode des petits ou gros SUV actuels, là, tu sais, on sait que les véhicules consomment de je veux dire 15 à 25 kWh au 100, là, mais un camion lourd électrique, l'écart est beaucoup plus gros, qui est basé sur les conditions, vraiment ce qui fait de ces journées. Donc, ça va varier énormément d'une journée à l'autre, d'un chargement à l'autre, d'une condition météorologique à l'autre. Ouais. D'où l'importance de vraiment comprendre ces opérations avant d'aller chez un concessionnaire de camions lourds et dire j'en veux 6, ça marche pour moi. Là. Et d'où de la pertinence de l'étude qu'on a faite là, d'ailleurs. Là. Donc, tu sais, un camion porteur, là, ça va consommer de 80 à 110 kWh au 100, à peu près. Il y a plein de variables, là, mais grosso modo. Alors qu'un tracteur de 125 kWh au 100 à 225 kWh au 100 km. 225 c'est du simple au double. Ouais. Ça veut dire que pour faire 500 km, ça prend des batteries qui sont énormes. Oui. Ouais. Les camions lourds électriques ont des batteries, je vais dire, de 250 kWh environ jusqu'à, de façon, comme je disais, l'horizon 0-2 ans, de façon réaliste, là, 650 kWh, excluant le Tesla Semi, là, que je ne considère pas disponible présentement dans un horizon 0-2 ans chez nous. Il est intéressant sur papier dans les fêtes. Oui, il est très cool. J'ai eu la chance de m'asseoir dedans à Las Vegas en mai. Là. Alors, c'était Expo, c'était vraiment super trippant. Personne ne pouvait répondre à la question quand est-ce que ça s'en vient au Québec, là, évidemment. On verra. On verra. Plus que 2 ans, ça serait ma prédiction. Et donc, les conclusions de la phase d'analyse, quand on regarde tout ça, là, notre portrait des camions diesel puis nos modélisations, à quoi on arrive? On arrive à, de notre échantillon de camions tracteurs, 27% est électrifiable sans rien changer. Avec des critères assez sévères, là, le camion électrique est capable de faire la même chose que le camion diesel pour 27% de notre échantillon de 44 donc camions tracteurs. Donc, un peu plus tracteurs. que le quart des... Ouais. Après ça, on a appelé ça un feu vert, là, dans ce cas-ci, le 27% de feu vert. Ensuite, on a eu un 15% de feu jaune. Feu jaune, il y aurait une petite adaptation à faire pour rendre ça parfait. L'adaptation à faire, ça pouvait être... et on a attendu que ce soit des gestionnaires de flotte qui nous les suggèrent, les adaptations, pour ne pas se faire accuser de suggérer des choses farfelues. Donc, tu sais, fusionner des petits trajets ensemble pour faire des nouvelles routes. Utiliser un arrêt au dépôt durant la journée pour recharger, ce qui est tout à fait réaliste, hein, mais on ne voulait pas l'imposer aux flottes pour que ça marche. Donc, ça, on a classé ça feu jaune. Sinon, installer une borne chez un client ou encore un arrêt récurrent, ou peut-être la recharge publique, on pourra en reparler, ou travailler un deuxième quart de travail en camion diesel. Les gens vont dire, ben là, voyons, l'électrification, ça marche pas si tu utilises un camion diesel pour ton deuxième shift. Ben écoute, tu viens de sauver la moitié de tes émissions quand même. Là, effectivement, c'est une demi-mesure, c'est pas parfait, mais ça classait dans un feu jaune. Et il y a des feux rouges, beaucoup quand même dans notre étude, malgré qu'on avait toutes les conditions gagnantes. Le camion lourd électrique marche à merveille, mais clairement pas pour tout le monde. On avait 58% de feux rouges pour les camions tracteurs classe 8, principalement parce que beaucoup d'opérateurs dans notre échantillon roulaient pesant. Donc, opérait en chargement combiné là, total, au-dessus de 80 000 livres. Et dans le marché, présentement, il y a comme un consensus des fabricants qui pointe vers on n'aime pas trop que les utilisateurs visent des applications au-dessus de 80 000 livres. Et donc, on a classé ça feu rouge quand nos participants chargeaient trop pesant. Ou encore, ben, pour la même raison, il était trop pesant, ça demandait trop d'énergie carrément par rapport aux batteries qui sont disponibles aujourd'hui. OK. Donc, le potentiel est là, mais vous avez clairement balisé, voici ce qui se fait right away, feu vert. Voici ce qui demande légère adaptation, pas trop contraignante, mais qui demande quand même un certain ajustement. Ça, c'est feu jaune. Puis le reste est dans feu rouge. Donc, la partie qui est vert et jaune, ça totalise combien à peu près? Ben pour les camions tracteurs, la partie qui est vert et jaune, là, ça va ressembler à peu près à un peu moins que 75%. Donc, malgré notre échantillon qui vraiment cernait déjà à la base des conditions gagnantes, malgré ça, il faut encore trouver des routes gagnantes. T'sais, donc, c'est le propos principal. Notre conclusion principale, c'est que ça marche à merveille, mais l'enjeu, c'est de trouver les bonnes routes. Okay. Mais une fois que le travail est bien compris, c'est pas trop compliqué de le faire. Mais je voudrais revenir aussi sur les camions porteurs, par contre, parce que pour eux, c'est plus positif. Tu sais, comme le Lion 6, ou encore le Peterbilt 220 EV. Il n'y a pas que Lion là, qui fait des porteurs électriques. Là. Pour ça marche mieux quand même. Ça marche mieux dans le sens pour une plus grande variété de participants. On avait 56% de feu vert là, sur notre échantillon, qui était plus petit par contre de 16 camions, mais quand même, on avait une meilleure proportion de feu vert. Puis si on rajoute les feux jaunes, qui est toi à peu près 25%, ça veut dire que 80% des porteurs
c'est envisageable. Là. Tout à fait. Oui, c'est ça. Les gens qui se demandent, c'est parce que Martin et moi, devant nous, on a du visuel. On a des graphiques qu'on avait sortis dans notre analyse qui sont d'ailleurs publics. Là. On va en parler plus tard, mais il y a ce qu'on appelle un rapport synthèse là, qui est disponible sur le web. Là. C'est ça qu'on a devant les yeux. Excellent. Donc, Charles, une fois qu'on a dit ça, c'est bien beau de dire que ça peut le faire. Logistiquement, on peut s'organiser, tout ça. Mais ça revient toujours à la même affaire. C'est comme pour les autos, oui, mais ça va coûter combien, tout ça? Donc, est-ce que c'est rentable? Je pense que c'est l'autre étape que dans votre analyse, vous deviez faire. C'est, on est capable de le faire, on tombe pas en panne, on est capable de livrer notre marchandise, mais à quel prix? Oui. Et moi, personnellement, j'ai été tellement surpris, mais agréablement, là, de voir dès les premiers mois du projet, quand on s'est mis à calculer ça, on s'est dit, on tient quelque chose. Ça vaut la peine de se lever chaque matin pour travailler, pour sensibiliser l'industrie aux camions lourds électriques. Parce que, de un, ça sauve pour de vrai beaucoup de GES de façon significative et c'est rentable. Beaucoup. Quand c'est bien fait, là, c'est étonnant. Ouais. Puis, tu sais, c'est rare là, que, tu sais, mettons, chez nous, je change les fenêtres. Là. Pour des fenêtres plus éco-énergétiques, je vais avoir une petite subvention, mais je m'attends là, que ça soit un petit peu plus cher. Puis, c'est correct. T'sais. Ça va être plus cher, ça va être plus propre, ça va sauver l'énergie, mais ça va coûter plus cher à l'achat. Le camion électrique, là, c'est justement quand les conditions gagnantes sont là, ça marche sur toute la ligne. C'est rentable à la hauteur de 25 %. On a calculé des cas personnalisés pour chacune de nos flottes, chacun des 60 camions. Là. Mais sur un scénario typique d'un camion tracteur qui roule, et encore là, on a pris une hypothèse très conservatrice, là, 40 000 km par année, ce qui n'est pas beaucoup et facilement atteignable, sur 8 ans, qui est la durée de vie dans la flotte, là, la durée de mise en service moyenne de notre échantillon. Le camion électrique va dégager des bénéfices de 119 000 par rapport à un camion diesel. Ça, c'est tout compris. Au Québec. Au Québec, oui. Incluant les 4 subventions. 2 subventions à l'achat du camion, 2 subventions à l'achat de la borne, à l'installation de la borne. Mais c'est vraiment tout compris. Là. Borne achetée, implantée, l'énergie, le diesel, la maintenance. La seule chose qu'on ne considérait pas dans notre étude comparative là, des coûts totaux d'opération entre le camion diesel et l'électrique, c'est les assurances. Les assurances, ça peut vraiment être une curveball. On l'a appris un peu à nos dépens dans le projet. Là. Il y a des flottes chez qui avoir un camion électrique va avoir un impact majeur sur les primes d'assurance. Puis il y en a d'autres, ça ne va pas faire une différence du tout. C'est un peu comme les particuliers, c'est propre à l'historique de l'entreprise, etc. Oui, c'est un domaine que moi, je connais un peu moins personnellement, mais ce qu'on a constaté, là, notre équipe, là, c'est vraiment, ça peut être du simple au double d'un impact d'une flotte à l'autre. Donc, il y avait tellement une grande variation qu'on a choisi de même pas prendre d'hypothèse à quel point on n'était pas capable d'en poser une qui serait bonne là, et générique pour tous. Là. Donc, on exclut les assurances, mais à part ça, tout ce qui rentre dans les coûts d'opération d'un camion diesel et électrique rentre dans notre modèle qui permet de générer justement le scénario typique que j'ai décrit, qui est des bénéfices de 119 000 sur 8 ans. Au total, rouler un camion électrique diesel sur 8 ans, dans notre scénario typique encore, ça coûte 475 000 $, donc environ 1,50 par kilomètre. Puis un camion électrique, 1,11 par kilomètre pour un 350 000 $. Et le camion électrique et sa borne, comme je disais, deviennent rentables en 2 années encore environ, 2,23 années, 90 000 kilos. Et concrètement, là, en conditions réelles, si on compare l'électricité au diesel, ça coûte combien moins cher si on regarde juste la source d'énergie? Ça peut coûter, on a vu nous-mêmes là, dans nos expérimentations de la phase de démonstration que c'était entre 38 et 75 % moins cher l'électricité que le diesel. Là, il y en a qui vont dire que l'écart est immense. Oui, ça rejoint le point qu'il faut que ça soit bien réfléchi, bien fait, il faut que les conditions gagnantes soient là. Mais il y a clairement des bénéfices là, en termes d'énergie. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'un camion lourd électrique, grosso modo, là, va coûter pas loin d'1 demi-million de dollars là, quand même, avant subvention, à peu près 550 000 $. Un camion diesel de nos jours, là, post-pandémie, là, ça coûte à peu près 200 000 $. Donc, il y a un gros écart. Il y a beaucoup de subventions qui ramènent l'écart à camions et bornes installés à 75 000 $ de surcoût. C'est pas grand-chose. Donc, en fait, pour une flotte, il faut qu'elle trouve une manière de retrouver son 75 000 $, dépendamment, 6 ans, 8 ans, 10 ans, la durée de mise en service du camion dans la flotte. Et à partir du moment où ça c'est fait, ben là, le but du jeu, c'est de rouler le camion le plus longtemps possible, le plus de kilométrage possible, parce que c'est là qu'on génère des bénéfices financiers. Et des GES toujours. Ça, oui. Fait qu'on a touché la logistique, on a touché les coûts. Si on parle maintenant du côté environnemental, parce que plusieurs vont dire « Ouais, c'est bien beau, mais... » La grosse batterie, c'est pas une source de pollution, ça, au final. La source,
Oui, non. La grosse batterie est une source de pollution. Oui, c'est indéniable. Ce qui l'est encore plus, toutefois, c'est chaque litre de diesel qui est brûlé. Oui, c'est que le diesel est tellement sale que, comme je disais tantôt, c'est relativement facile de trouver une meilleure option. Donc, c'est ça, on a monté nous-mêmes notre propre modèle là, d'analyse de cycle de vie pour comprendre l'impact environnemental de la fabrication du camion électrique, après ça de son utilisation, puis de sa mise au rancor, puis de comparer tout ça vraiment des pommes avec le camion diesel. Donc, la fabrication du camion lourd électrique, ça demande environ, ça va générer environ 25% plus de pollution. Donc, on part un peu avec une strike. Tu sais, le camion, quand il arrive en service jour 1, il est plus polluant que le camion diesel. Par contre, ça prend vraiment pas une longue durée en service avant qu'il devienne plus propre, étant donné que le diesel est très sale. On parle de 3 à 12 mois pour tout notre échantillon. Wow, c'est vite là, quand même, hein? Oui, vraiment. C'est plus vite que la voiture, en fait. Oui, c'est beaucoup plus vite que la voiture. Une des raisons principales étant la consommation qui est très élevée. Tantôt, je parlais de 44 litres au 100. Donc, ça va très vite. Puis, en général, là, donc, tout compris, là, le camion lourd électrique sur toute sa vie, là, incluant sa fabrication, son utilisation, sa mise au rancor, ça va être 7 fois moins polluant qu'un tracteur, un camion lourd tracteur diesel. Puis, un porteur, ça va être 5 fois moins polluant. Tous les camions modélisés dans le projet devenaient plus propres. Donc, malgré qu'ils ont tous une grosse batterie polluante, entre guillemets, là, ils devenaient tous plus propres, même ceux pour lesquels ça ne marchait pas d'électrifier. Là. OK. On l'a dit tantôt, Charles, que tu avais des véhicules qui avaient des cargaisons relativement légères, d'autres beaucoup plus pesantes, et il y avait différents types de transports qui étaient utilisés dans différents contextes et que ça avait un impact qui était grand. Qu'est-ce que vous avez observé concrètement à ce niveau-là lors de votre analyse? On a divisé nos participants et les camions du projet, les 60 camions du projet, là, par application. L'application qui marche le mieux, c'est sans surprise la marchandise sèche. Dans des opérations qu'on appelle LTL, Less Than Truckload, le camion il va être rempli à moins que sa capacité, avec des chargements qui viennent de différents clients, peut-être des routes dynamiques. Donc ça marche bien. On avait grosso modo la moitié de nos participants qui faisaient ça, pour lesquels l'électrification fonctionnerait bien. Encore plus quand ces participants-là opéraient sur ce qu'on appelle du transport pendulaire, là, c'est qu'ils vont voyager d'un point A au point B, revenir au point A, retourner au point B, sur une base continue, peut-être des fois 24/7, sur typiquement des petits trajets. Ça, c'est le scénario parfait pour électrifier. On avait aussi des plus gros, par contre, qui transportaient du vrac, qui transportaient dans le domaine de la foresterie, là, des arbres. Là. Ça, malheureusement, pour l'électrique, là, aujourd'hui, ça fonctionne absolument pas. On a calculé que il y a des camions qui demandaient sur une base quotidienne, là, 6 fois plus d'énergie que ce qu'une batterie des camions 2024 peut contenir. Là. Donc, il a fallu qu'on dise à des gens, clairement pas. Là. Par contre, ce qu'on voit, c'est que ça laisse une place pour d'autres énergies. Donc, peut-être qu'il y aura un projet similaire à ça, mais un jour, avec l'hydrogène ou le gaz naturel renouvelable, on verra. OK. Donc, certains types d'applications qui ont un potentiel plus grand, marchandises sèches, routes pendulaires, peut-être un peu le transport réfrigéré, tout dépendant du contexte. C'est ça, exactement. Transport réfrigéré, on l'avait classé feu jaune. De un, ça rajoute du poids. Les gens vont vouloir avoir des remorques qui sont isolées. Et ensuite, l'équipement pour réfrigérer la remorque pèse un certain poids. Puis dans le domaine du transport-là, on est toujours limité par le chargement maximum. Donc, chaque fois qu'on met quelque chose qui est nécessaire au fonctionnement du camion, on peut penser à des batteries ou à des unités de réfrigération, ben ça nous enlève un certain budget de kilogrammes qu'on peut mettre dans le camion. Oui. C'est comme si le camion est déjà surpesant, donc on peut mettre moins de stock dedans. Oui, on a appelé ça, nous, une pénalité de poids, là, qui est c'est un terme maison, là, disons, c'est pas officiel. Il y a des compagnies d'assurance qui font ça aussi pour des assurances-vie, mais c'est un autre, ça, c'est un autre sujet. Fort de ce qu'on vient de dire, Charles, donc, il y a plein de paramètres et là, on peut donc commencer à établir une espèce de liste de ce qui est plus facile à électrifier. Ouais. Donc, votre analyse vous a permis de dire, voici notre spot gagnant. Là, si on voit là-dedans, ça va être plus facile. Les conditions gagnantes, si quelqu'un écoute les paramètres qui suivent et se dit, hey, j'ai des camions qui font ça, on peut électrifier là, les yeux fermés. Là. Ça va très, 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 très probablement être un énorme succès. Nos critères sont cibler 200 km par jour. Et là, c'est pas un maximum, c'est une cible. Donc, autour de 200 km par jour, c'est un kilométrage qui respecte bien
les capacités des batteries actuelles. C'est un kilométrage qu'on est capable d'atteindre sur une base quotidienne toute l'année, été comme hiver. Puis c'est un kilométrage qui permet de dégager beaucoup de bénéfices. C'est sûr que rouler 15 km par jour, ça serait facile, mais c'est pas là qu'on va aller générer des gains en GES. Comme la voiture, d'ailleurs. Les gens qui disent, si tu rentables une auto électrique pour moi, je fais 5000 km par année. Ben, à 5000 km par année, il n'y a aucune voiture qui va être rentable pour toi. Ça n'a aucun sens. Je les achète tous des bons espadrilles. Tu comprends? Mais c'est la même chose avec le transport de marchandises. Donc, à 200, tu es assez pour que ça soit rentable, mais pas trop pour avoir les designs. Exactement. Alors, ça fait que là, tu as 200 km par jour. Ensuite, retour au dépôt la nuit. Ça, c'était notre critère d'entrée dans le projet, comme on a dit plus tôt. Ensuite, boîte sèche, on appelle, pas d'accessoires, pas de ce qu'on appelle un PTO, un Power Take-Off, qui va alimenter des accessoires hydrauliques ou des choses un peu plus funky sur le camion. Donc, on parle d'un camion un peu plus basic, pas de réfrigération, boîte sèche. Un autre critère qu'on avait, c'était un seul quart de travail par jour pour être capable d'utiliser l'autre portion de la journée pour la recharge peu puissante. Peu puissante, quand on parle d'un camion lourd, ça reste quand même autour de 50 kW. C'est puissant pour un véhicule léger, mais ça ne l'est pas pour un camion lourd. Parce que travailler 2 quarts de travail par jour, ça se fait, mais ça va te prendre une borne de recharge qui est plus puissante, qui va coûter plus cher. Plus de logistique, plus de charge, tout. Et donc, ce n'est pas une condition gagnante ou facilitante, on va dire ça comme ça. Donc, un seul quart de travail par jour. Transporter des charges légères. On parle de 20 000 livres au moins de chargement pour des tracteurs classe 8. Et limiter les trajets à vitesse d'autoroute. On va en parler plus tard, mais on a observé que à vitesse d'autoroute, effectivement, comme n'importe quel autre véhicule, dû principalement aux forces aérodynamiques, on consomme plus. Donc, un scénario urbain, périurbain, conditions fluides, c'est vraiment là que les camions électriques se démarquent le plus. Okay. Excellent. Écoute, le temps file, puis moi, je veux qu'on parle des résultats, parce que votre phase de résultats, c'est ça qui est intéressant. Donc, vous avez testé la patente? On a testé la patente. Une fois qu'on avait identifié donc les conditions gagnantes, on a choisi 5 participants qui ont des opérations variées, des profils variés, qui viennent de différents endroits au Québec. On avait des fabricants de camions partenaires du projet différents. On avait Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Volvo, Lyon. Il y en avait plusieurs. Là. Donc, on a pu mettre différents camions à l'essai dans différentes conditions. Pendant 5 mois? Pendant 1 mois chaque. Donc, au total, 5 mois, effectivement. Okay. 5 fois 1 mois. Okay. Donc, un petit rappel de ce qui était la phase de démonstration. Là, on a prêté donc les camions sur une base gratuite, 100% gratuit pour le participant. Un camion lourd électrique qui était approprié pour des opérations qu'on avait déjà pré-ciblées. On a installé une BRCC, une borne de recharge rapide, une borne de recharge à courant continu de 50 kW, une collecte de données 24/7, une collecte des données d'appréciation des chauffeurs sur une base quotidienne. Ça, c'est intéressant aussi. C'est très intéressant de prendre le Ça, il n'y a pas un bidule électronique pour ça. Il faut parler avec ça a été notre système maison qu'on a déployé. Puis c'est vraiment important de prendre le feedback des chauffeurs tout de suite après son shift. Souvent, il était encore assis dans la cabine puis il répondait à notre sondage en ligne. Okay. Dans le fond, on a mis un code QR dans les tableaux de bord. Puis à chaque fois que les chauffeurs finissaient un shift, c'était obligé. Ils devaient remplir 5 petites questions vraiment rapides. Est-ce qu'aujourd'hui, le camion électrique était adéquat pour moi? Puis le commentaire positif, négatif, etc. Ouais. Puis à chaud. Si tu leur demandes après 1 mois comment ils ont trouvé ça, probablement que la mémoire va retenir là ou les anecdotes qui sont les pires ou les meilleures et c'est tout. Mais si tu leur demandes à chaque jour, « Hey, aujourd'hui, tu as trouvé ça comment? Hey, puis aujourd'hui, ça nous fait des données. » On transforme quelque chose qui ne se mesure pas en quelque chose qui se mesure. Ouais. Avez-vous pris le temps de coacher un peu vos Au début, ça venait avec comme une demi-journée là, où est-ce qu'on allait coacher les gestionnaires, la flotte. On avait le concessionnaire qui était là aussi, qui faisait la présentation du camion. Les gens pouvaient l'essayer. Vraiment, c'était dans un contexte où tout est compris, là, vraiment clé en main. On minimisait là, sur le plus de facettes qu'on pouvait le risque technologique. Okay. Et à la fin des essais aussi, on réinvitait toute l'industrie. C'était gratuit. Tout le monde pouvait venir entendre les conclusions de la bouche des chauffeurs et des gestionnaires de flotte. Le premier essai, on l'a fait chez Internor, là, qui était pas loin de chez nous à Saint-Jérôme, pas loin de l'Institut du véhicule innovant. Et donc, c'est ça, à la fin du mois d'essai, on a fait un atelier chez Internor. On a dit aux autres transporteurs, si ça vous dérange pas trop de venir chez le compétiteur, venez-vous-en. On se met tous ensemble puis on parle avec le chauffeur. On partage. Comment ça s'est passé pour vrai. Là. C'est le fun des ingénieurs qui montent des graphiques, mais il n'y a rien qui parle autant qu'un chauffeur qui l'a essayé. Là, tout à fait. Et j'imagine là, que tu vas nous présenter certains résultats. Comment ça s'est passé? Justement, je peux commencer avec ça. Internor, ça a tellement bien été là, que honnêtement, ça en était presque plate. Là. C'était juste parfait. On avait ciblé des conditions parfaites. C'était l'été. On avait une route qui présentait des bénéfices là, modélisés là, qui étaient incroyables. C'était la route qui allait sauver le plus de GES sur la durée de vie du camion. Là. On avait calculé que pour eux, s'ils mettaient un camion électrique en service, ils allaient sauver 485 tonnes de GES.
sur toute la durée de vie du camion. Donc, c'est assez impressionnant. C'est là qu'on a choisi de mettre ça en service. Là. Donc, c'était un camion Freightliner qui a une batterie attachée à votre sucre de 375 kWh utilisables. Ceux qui sont familiers avec ça, c'est de la grosse batterie. Oui. Et donc, là, eux, ils roulaient 185 km par jour, stable. Ils ont roulé 2500 km. Ça a vraiment bien été. Il y a une journée où ils ont fait 303 km, ils ont poussé un peu plus la machine. Ça a utilisé 78% de la batterie. Là. Puis ce qu'on a vu, c'est la première fois qu'on était témoin de ce qu'on a appelé par après la contamination positive. Là. C'est un terme un peu covidesque, là, désolé, mais c'est quand le chauffeur il aime tellement ça qu'il en parle au lunch, puis il en parle aux autres, puis lui-même, sans qu'on lui demande de faire quoi que ce soit, il commence à craquer les autres dans l'entreprise. Là, ils ont le goût de l'essayer eux aussi. Là. Ouais. Ça faisait longtemps qu'on entendait des trucs sur Internet ou des webinaires que les chauffeurs aiment vraiment ça, mais là, de le voir, c'était vraiment, vraiment cool. Ça nous a vraiment lancé dans une belle ambiance pour la suite. Donc, après ça, l'automne est arrivé, l'automne 2023. Ouais. Exact, il y a un an. Et là, on a prêté un Peterbilt cette fois-là, 579 EV à Cascade Transport, qui fait, sans surprise... Du papier? Oui, du transport dédié. C'est la division de transport de Cascade. Donc, ils vont transporter des gros rouleaux de matières premières. C'est pas le papier prêt à livrer au client, là, mais c'est un produit intermédiaire. Là. C'est relativement pesant, donc. C'est assez pesant, oui, exactement. Puis eux, ce qui était le fun, c'est que c'était une route pendulaire. Alors qu'Internord faisait du LTL sur l'autoroute dans le trafic en descendant à Montréal puis remontant à Saint-Jérôme, mais là, Cascade, c'était du Candiac, rive-sud de Montréal, banlieue, route régionale, 70 km/h, toute la journée, non-stop, sur 7 km aller-retour, jusqu'à 12 fois par jour. Là. Ils ont parcouru 1700 km. C'était l'automne, donc on a eu quand même une variation. On a eu des températures en dessous de 0 degrés Celsius. Pour eux, par contre, tu sais que c'est pas que positif, notre étude. Là, on est vraiment fiers de partager des choses positives, mais on est aussi vraiment fiers de montrer quand ça marchait moins. Et pour eux, Cascade, le baseline était assez difficile. Pour que le camion électrique surpasse le camion diesel, il faut qu'ils roulent 2 chiffres par jour chez Cascade. Sinon, ça ne fait pas de sens pour eux. Et dans ce cas-ci, il n'y a pas assez de distance, quoi? C'est que la borne qu'on a mis en service dans le projet, c'était une borne qu'on a achetée qui était de 50 kW, qu'on a implantée temporairement chez nos 5 participants de cette phase-là. Et pour des raisons logistiques, il a fallu qu'on l'implante à un endroit qui n'était pas ni le point A ni le point B du fameux pendule. C'était un point C où est-ce que le camion fait dodo la nuit après ses 2 shifts. Donc, on n'a pas été capable de tester le 2 shifts consécutifs. Et de toute façon, ça aurait pris une borne plus puissante à un point A ou à un point B. Et là, la rentabilité n'était pas au rendez-vous. Donc, bien que c'était le fun sur un shift, les chauffeurs ont adoré, le camion marchait à merveille. Il y avait des considérations budgétaires qui faisaient en sorte que pour eux, ça n'aurait pas été une sage décision au niveau financier. Là. OK. Donc, après ça, on a eu Lyon. Là, c'était l'hiver. C'était super trippant, enfin, de voir un camion en hiver. Enfin, un produit québécois. On était super fiers. Là, qu'est-ce qui est arrivé? Pouette, l'hiver le plus chaud depuis 80 ans. C'est drôle, c'est un peu ironique. Là. On fait un projet pour aller montrer des conditions gagnantes pour, en bout de ligne, réduire les gaz à effet de serre, mais guess what? Les effets des gaz à effet de serre nous arrivent en pleine face au moment même où on teste des solutions. Quand même ironique. Oui, mais c'est la vie, c'est notre réalité. Donc, on a eu du moins 15 degrés Celsius à 15 degrés Celsius en plein hiver. Là, c'était au mois de février. Ils ont roulé, c'était Smart Transport. On a prêté un camion Lyon 6. Lyon a prêté un camion, en fait. Nous, on était seulement l'intermédiaire là-dedans, à Smart Transport, qui, eux, étaient un feu rouge. Ça, c'est intéressant. Il était un feu rouge dans notre analyse préliminaire. Mais ils nous ont dit, mais même si on est un feu rouge, là, on est convaincus, on les comprend, tes conditions gagnantes, puis on peut faire de la place pour ça. On est capable d'en réassigner des routes, puis on n'a pas les conditions gagnantes quand on les observe, mais on est capable d'en créer. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a prêté le camion. Et ça a été vraiment un succès. Eux, ils font du LTL, un peu comme Internord, avec un camion donc porteur. Ils livrent le jour même, ils réassignent les routes sur le fly, là, vraiment en direct. Ça a tellement bien été qu'après, ils ont acheté un camion Lyon. Ils ont acheté une borne similaire à celle qu'on avait prêtée. Ils ont dit, regarde, pas plus compliqué que ça. On a aimé ça, nos chauffeurs ont aimé ça, même en hiver. Et voilà, fling-flang, on est convaincus, on y va. Donc, votre feu rouge s'est révélé finalement un succès. Oui, d'où mon point qu'on était peut-être en bout de ligne un peu trop pessimiste, où on a voulu être très cartésien, puis quand on dit que c'est exact et ça marche. En bout de ligne, la vie fait en sorte qu'on peut faire de la place dans les opérations pour des camions électriques. Ouais. Ensuite, on a eu Kenworth,
On a eu un camion Kenworth tracteur là, qui s'appelle le T680E, qu'on a prêté à Sleeman, l'entrepôt. La bière. La bière Sleeman, oui, exactement. Sleeman Breweries, qui est l'entrepôt de distribution qui est à Anjou, à Montréal. Donc, eux, ils livrent de la bière dans des dépanneurs, dans des commerces, dans des restaurants au centre-ville, dans des conditions de trafic, mais aussi dans des dépanneurs style à Repentigny à 5 heures du matin, où est-ce que l'absence de bruit du camion a été très, très, très remarquée et appréciée. Là, surprise, il y a eu des clients, je sais pas, là, mais on s'est fait rapporter une histoire parce que un propriétaire de dépanneur a rappelé Sleeman pour dire « Hey, il est arrivé quoi avec le camion lourd électrique? Là? Pourquoi il n'est plus là, à la fin de l'essai? » On aimait ça. Oui, ben c'est ça. C'est le fun, le petit quartier résidentiel de Bungalow à Repentigny qui ne se fait pas réveiller par la livraison de bière. Là, ça a vraiment bien été chez Sleeman aussi. C'était un contexte donc, de livraison peut-être un peu plus pesante, là, de breuvage. 5 chauffeurs en un mois, 5 routes différentes. Ça a été le fun d'avoir une variété de chauffeurs, alors que les autres entreprises, souvent, mettaient un champion ou quelqu'un qui était désigné pour le mois. Eux, ils ont fait le contraire. Ils ont dit, on va former beaucoup de chauffeurs, 5, et on va leur permettre à tous de toucher ça, puis d'essayer différentes conditions. Et ça a été le fun de voir que c'était unanime. Là. Ils ont vraiment, vraiment tout aimé ça. Là. Après ça, Sleeman nous a demandé des chiffres plus détaillés. Ils ont challengé nos hypothèses au niveau financier pour amener ça à la direction. Et éventuellement, on va leur laisser la décision. Là. C'est à eux de la prendre, là, mais éventuellement monter un cas là, pour acheter un camion électrique. Excellent. Et le dernier essai, là, ça a été Québec. Là. C'était très, très montréalo-centrique là, jusque-là. On s'est dit, attends une minute, on va faire un peu de place à nos amis de la capitale. Et c'est plus coûteux là-bas aussi. Hein? Donc, on voulait tester ça dans le projet. On voulait tester 2 choses avec l'essai de Québec. Un porteur Peterbilt, 3 choses. Porteur Peterbilt, on voulait tester le dénivelé, les côtes qu'il y a à Québec. Puis on voulait tester un haillon arrière aussi, un liftgate. Nous, on le sait, on a calculé les données. Un liftgate, ça consomme pratiquement rien. Mais l'industrie nous le demande. Les gens sont inquiets. Hey, moi, je lève une charge sur 1 mètre en arrière. Ça va-tu consommer beaucoup de batterie? La réponse, c'est non. Déplacer un camion lourd sur une côte à Québec, là, c'est pas mal plus demandant en énergie que déplacer 600 livres sur 1 mètre de hauteur. Là, mais il n'y a rien comme l'essayer. T'sais. Donc, on a mis ça à l'essai et effectivement, on s'est rendu compte que non, ça consomme absolument. C'est négligeable, là, l'effet du liftgate. Et l'effet des côtes aussi va un peu dans le même sens. C'est pas négligeable, mais il n'y a pas d'impact majeur d'avoir des côtes sur un trajet de camion électrique. Donc ça, c'était super encourageant. Encore là, ça a bien été. Le VAS ont bien apprécié. Le camion a été surpris de l'autonomie réelle qu'il était capable d'aller chercher. On va en parler plus tard, mais l'autonomie réelle, tu es capable de dépasser celle que le manufacturier te donne. Hein. Ah ouais? C'est pas comme un iPhone où tu le déballes puis tu as l'impression qu'il te manque... des heures d'autonomie. 12 là, heures par rapport d'autonomie. Ouais, non, c'est ça. Les camions lourds électriques, c'est pas mal plus réaliste, les chiffres qu'ils donnent. Okay. C'est à chargement souvent à 75% chargé ou en termes de poids, là, qui vont aller mesurer l'autonomie. Donc, le chiffre qu'ils te donnent, il est réaliste. Tu peux même le dépasser en été, là, relativement facilement. À regarder, et ça, c'était vos 5 tests, Charles, à tester ça dans des conditions différentes, avec des types de chargement différents, avec des contextes là, totalement différents, même des saisons différentes. Vous avez été capable, j'imagine, de voir c'est quoi les critères qui ont de l'impact. Si tu parlais tantôt de côte, de vent, le froid, le poids du camion. C'est quoi tes critères là, donc qui ont le plus d'impact? Oui, on les a mis en ordre. Mais de un, là, avant que je rentre dans l'ordre, ce qui est important de savoir, c'est que peu importe le véhicule, le chauffeur, l'opérateur, là, il y a vraiment un grand rôle. C'est une variable, hein? Oui. Et on l'a vu. Là, on en a eu des chauffeurs qui aimaient moins la technologie dans le projet. Puis ça surconsomme. Là. Ça va surconsommer de 30%. Là. Fait qu'on l'a pas mis... c'est dans cet ordre-là. C'est important, Charles, ce que tu dis. C'est parce qu'il ne traite pas. Ah ouais, il y a un affaire avec qui surconsomme ou c'est parce qu'il surconsomme qu'il n'aime pas? Non, c'est plus A. La réponse A. Ouais. Il y a moyen de conduire un camion négatif, pour que ça marche pas. Donc une conduite agressive, donc ça exactement. Ça consomme accélération, freinage brusque, Okay. Pas d'anticipation, pas d'utilisation du freinage régénératif. Donc, en gros, quand tu fais pas un... Il s'aide pas. Il s'aide pas, c'est ça. On en a vu des comme ça. Là. Pas beaucoup, mais on en a vu. Puis il va en avoir en entreprise. Hein. C'est important de former les chauffeurs. Donc pour les variables qui sont comme... qui sont pas génériques là, pour tous les véhicules. Là. Donc, si on exclut le chauffeur, la variable numéro 1 à surveiller, c'est la masse. Dans un camion lourd électrique, le chargement qu'on met va avoir un énorme impact sur la consommation et donc l'autonomie. Partir plein, revenir vide, il n'y aura pas la même consommation. Transporter des vêtements ou transporter des caisses de bière, ça fait une grosse différence. Il y a des entreprises qui font les deux. Hein. Fait que c'est ça, c'est de cerner les bonnes routes. Ensuite, en deuxième, c'est la température. On va y revenir. Et en troisième, la vitesse, qui est surprenamment pas plus élevé que ça, là, et le dénivelé en quatrième position. Donc, masse, température, vitesse, dénivelé. OK. Bon, tu vois, j'aurais mis le dénivelé peut-être plus haut. Moi aussi, je l'aurais mis plus haut. Mais écoute, les chiffres ne mentent pas.
La masse, on va en parler rapidement. Le camion lourd électrique est plus pesant que le camion lourd diesel. Pour un camion tracteur, on les a pesés nous-mêmes. Pas qu'on croyait pas les spécifications des manufacturiers, mais pour être sûr. Puis tu vois, des fois, il y a des petits écarts. On n'en parle pas plus, mais donc 1800 kilos de plus que pèse un tracteur électrique par rapport à un tracteur diesel. Donc on perd comme un 8 de payload à cause de ça. Étant donné qu'on est maximisé, on a comme une limite maximum là, sur la route quand on tire une remorque 2 essieux 80 000 livres. Si on vient avoir un peu une pénalité de 1800 kilos, ben on perd de la capacité de chargement et donc un peu de la business. Il y a beaucoup de business qui marche à la quantité de marchandises livrées. Là. Mais malgré ça, nous, ça n'a pas été un enjeu du tout dans les 5 essais parce qu'on avait ciblé des opérations où est-ce que la remorque, elle est pleine en volume plutôt qu'en masse. Tu sais, le cas pour expliquer ça, ça serait une remorque qui transporte, disons, de la terre. Là. Ils vont charger ça au voyage. Tu sais, il faut que le camion soit plein en termes de masse. Là, on ne ciblait pas ça ici. Là. Tu sais, du LTL, là, c'est des colis, c'est des articles pour des commerces. Là. La remorque est pleine en volume avant la masse, donc il n'y a pas eu d'impact chez nous là, dans nos essais. Puis le porteur, lui, va peser 1500 kilos de plus que le diesel. Et là, ça se reflète un peu plus parce que les masses étant toutes proportionnellement plus petites sur un porteur, on va perdre à peu près le quart du payload. Là. Donc là, il faut y penser comme ça. Oui, c'est plus important. L'impact de la température, ensuite, on a eu beaucoup de belles données là, récoltées. On a des graphiques, là, ceux qui veulent aller voir ça sur notre site web, flotterechargeable.ca. Vous pourrez voir ça. En passant, on va le redonner tantôt, mais dans les références du podcast, il y a un hyperlien qui vous mène directement au rapport duquel sont tirées là, les analyses qu'on fait actuellement. Là. Donc, tout est là avec des graphiques, des informations. Donc, dans les références du podcast, il y a un hyperlien qui vous permet d'y aller directement. Voilà, rapport synthèse, mais aussi tout le détail, ceux qui veulent aller plus creux vraiment dans chacun de nos participants. Là, il y a du fun à se faire, quelqu'un qui veut aller chercher des données. Oui, c'est très bien fait. Relativement poussé. Là, donc, soyez avertis. Là, c'est peut-être pas des lectures de chevet, là, mais bref, on espère quand même que ça servira à l'industrie ou à quiconque est intéressé. Là. Donc, l'impact de la température, vu qu'on a roulé plusieurs camions sur un an, là, à peu près, là, quand tu regardes, pas de façon continue, là, mais nos opérations là, se sont étalées sur plus qu'un an et on a des collaborateurs aussi qui sont des opérateurs qui ont des camions lourds électriques au Québec, qui n'étaient pas dans le projet comme participants, mais qui nous ont donné accès à leurs données. Et donc, on a été capable de faire des graphiques où est-ce qu'on voit la fluctuation de l'autonomie sur l'année. Puis là, c'est tantôt ce que je disais, là, qu'on est capable de dépasser l'autonomie du fabricant en été. C'est vraiment surprenant, agréablement surprenant, de voir que notre moyenne de consommation en été, c'est 103 % de l'autonomie du fabricant. Donc, c'est relativement facile d'aller dépasser l'autonomie du fabricant en été. Par contre, en hiver, au Québec, watch out. Alors que pendant le 2/3 du projet, à peu près, on s'attendait à des pertes d'autonomie moindres sur un camion que sur un véhicule léger, là, pour plein de raisons. C'est ce que l'industrie nous disait. Mais on a mesuré, nous, une moyenne de moins 34 % sur l'autonomie en hiver. Quand tu regardes vraiment la période calendaire de l'hiver, là, les pires mois, c'est comme pour les véhicules électriques légers, là, janvier, février. Tu vas avoir 5 à 10 journées par année où tu vas perdre de l'ordre de 40-45 % d'autonomie, ce qu'on a mesuré nous-mêmes. Mais en moyenne, tu as un 34 % de perte pour l'hiver. OK. C'est quand même, ça se trouve être... c'est pas négligeable. C'est non négligeable. Il faut juste en tenir compte. Là, au moins, on donne les chiffres. Ça ne sera pas une surprise pour personne. On espère que ça ne sera jamais une surprise qu'une fois que le camion est en service, que le gestionnaire de flotte se rend compte qu'il y a moins d'autonomie en hiver qu'en été. On espère que les gens sont sensibilisés assez pour ça. Mais donc, oui, il faut en tenir compte. C'est pas un deal breaker, mais il faut assurément en tenir compte. Rapidement, tes deux autres critères qui étaient la vitesse et le dénivelé. Oui, la vitesse et le dénivelé, comme j'ai dit, c'est les 3e, 4e variables en termes d'importance. La vitesse, les conditions optimales, c'est des routes régionales, urbaines fluides, on a appelé, là, 45 à 50 km/h. Sur l'autoroute, on a une surconsommation un peu, mais le pire, c'est vraiment, contrairement à ce qu'on aurait pensé, là, des trajets lents dans le trafic. Le camion lourd, il y a des systèmes assez intenses, là, et énergivores, là, juste pour le garder allumé, puis en condition, puis tout tempéré, etc. Là. Donc, on a une consommation assez grande là, quand on roule dans le trafic là, de 0 à 15 km/h. Là. Ouais. Donc, c'est vraiment ciblé des routes régionales qui seraient le mieux. Là. Et le dénivelé, finalement, comme j'ai dit, on a mesuré Québec versus Montréal, qui sont, il y a à peu près, grosso modo, 2 fois plus de côtes là, en termes de mètres par kilomètre là, à Québec, là, si on rentre dans le technique. Là. Puis il y a un impact, là, je veux dire, de 3 à 8 % de nos chiffres là, sur les tracteurs électriques. Donc, de rouler, de perte d'autonomie, en fait, entre beaucoup de côtes et pas de côtes, ce qui n'est pas si pire. Excellent. Et là, une fois que les entreprises utilisent des camions, ils font leur journée de travail,
elles ont toutes dû charger leur véhicule pendant la nuit parce que c'était le modèle lequel tu as parlé. Est-ce qu'il y a eu des différences, des fluctuations, des trucs notables par rapport à la recharge? Oui, tout le monde nous demande, ça prend combien de temps à charger un camion électrique? Tu dois te faire souvent te poser la question, Martin, ça prend combien de temps à charger? La question, il n'y a pas de bonne réponse à ça, là, ça dépend. Là, c'est ça la vraie réponse. Mais tu sais, la durée moyenne, on peut dire ça, c'est une vraie réponse. La durée moyenne de nos recharges pour les 5 participants confondus, toutes variables confondues, etc., là, c'est 4 heures. Donc, 4 heures. Sur une borne de 50 kW. Oui, exactement. Sur une borne de 50 kW, qui est une borne rapide, je veux dire, de base là, pour un véhicule léger, là, un 50 kW, et qui est la borne rapide qu'on conseillerait par défaut à des flottes de camions lourds qui font dodo la nuit. Là. Donc, return to base. Ça sert à rien que ça se charge en 20 minutes. C'est de toute façon, le camion, il est au repos toute la nuit. Ouais. On sauve en termes de coûts d'infrastructure, de coûts d'électricité aussi, la puissance. Absolument. La haute puissance, ça coûte plus cher. Oui, c'est très intense. Là. Ça joue énormément dans la rentabilité globale du projet. Là. Donc, 50 kW, ça suffit amplement. Malgré que les camions soient capables de prendre 120, 150, 180 kW, le but, là, c'est vraiment d'y aller pour la plus basse puissance possible qui répond aux besoins. En se prenant une marge, en étant confortable, mais c'est ça. Ne pas surdimensionner l'infra de recharge, c'est critique. Oui, j'imagine. Ouais. Écoute, c'était très télématique, basé sur des données mesurées. Ouais. On l'a dit tantôt, il y a aussi, c'est le fun de s'asseoir dans une salle, dans le blanc des yeux, parler avec le chauffeur, récolter. C'est quoi les commentaires des chauffeurs? Ils ont-tu aimé ça? Ils n'ont pas aimé ça? C'est quoi globalement? Globalement, c'est incroyable comment on a presque l'air biaisé en donnant nos chiffres, là, mais 80, tantôt j'ai expliqué notre méthodologie un peu. Là, chaque chauffeur devait répondre chaque jour à un petit sondage très rapide. Là, puis une des questions principales, c'était pour mon travail aujourd'hui, est-ce que le camion électrique était adéquat? Puis dans 93% des cas, on a eu de 8 à 10 sur 10. Donc, le monde sont vraiment, vraiment contents. Souvent, ils se prenaient une marge au début. Ils commençaient à 7 ou à 8 durant le mois. Puis là, tu sais, ils se prenaient une marge parce qu'ils savent pas. Là. Ouais. Puis là, on voyait les résultats monter de jour en jour. On se disait, OK, c'est cool. Ils s'habituaient. Oui. Ils géraient mieux le camion, donc ils tiraient encore plus de bénéfices. Ouais. Puis ce qui ressort, là, la conduite à une pédale, les chauffeurs adorent ça. Les camions qui ont un cruise control adaptatif, wow, automatique, c'est vraiment doux. Il y en a qui ont rapporté vraiment ne pas se fatiguer dans le trafic, là, c'est tranquille. Pas d'odeur, moi je savais pas ça, mais un camionneur là, peut revenir avec des odeurs dans ses vêtements. Là, le soir, il y en a un qui a rapporté pas d'odeur, pour moi c'est un game changer, j'aurais pas pensé ça. Il y en a un qui nous a dit, là, c'est un peu cheesy peut-être, là, mais il a vraiment dit en direct quand on le filmait pour une capsule web. Il a dit, c'est comme avoir gagné le 649, avoir eu la chance de conduire ça. On trouvait ça drôle, mais quand tu ramènes ça dans son contexte, tu sais, dans son entreprise, il y a plein de chauffeurs. Puis à ce moment-là, il y en avait peut-être 70 des camions lourds électriques au Québec. Ouais. Fait que ce soit lui qui a été nommé pour en essayer un, il était tellement content, là. Ah, ben c'est vraiment... Tu sais, puis souvent, les gens, c'est la perception qu'ils ont, c'est que le nœud, on va le pogner sa résistance des chauffeurs. Puis effectivement, il peut y en avoir qui vont résister. Non, il y en a. Mais ceux qui l'utilisent et qui font le test de bonne foi. Ouais. Hein, je pense que c'est, ils vont là, OK, on va lui donner une chance. On y va de bonne foi, puis ils ont vraiment l'intention de l'utiliser correctement puis de tirer leur propre conclusion plutôt que partir avec des a priori. Ouais. S'il y en a qui veulent faire des projets pilotes, là, la qualité numéro 1 là, des chauffeurs à mettre en place, là, c'est pas d'être gagné d'avance, là, c'est d'être capable de prendre des bonnes notes puis de rapporter une information qui est juste. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui dit 10 sur 10 tous les jours. Là, t'es aveugle, t'as pas vraiment tes bonnes données. Là. Ça prend quelqu'un qui rapporte l'info. Là. Charles, ça fait déjà un peu plus d'une heure qu'on parle. Je pense que c'est le moment de conclure. Si on tire les grandes lignes là, pour votre projet. Oui, les camions électriques sont viables pour plusieurs applications. On l'a dit, là, c'est propre, c'est rentable dans plusieurs cas. Les chauffeurs adorent ça. On peut sauver jusqu'à 463 tonnes de CO2 là, sur la durée de vie du camion. Donc, tu sais, ça marche. Mais l'enjeu, c'est de cibler les bonnes routes. La bonne nouvelle, c'est que ça va seulement aller en augmentant le nombre de bonnes routes. Les camions vont s'améliorer, il va y avoir plus d'autonomie, les batteries vont être plus denses, on va moins perdre de payload. Donc, c'est vraiment... C'est ça. C'est de trouver les bonnes routes, mais la technologie, elle est là, elle marche. Puis pour la mettre en service, ben il faut que les flottes embarquent. Il faut qu'ils achètent 1, 2, 3, 4 unités. Non, ça ne pourra pas tout faire dans chaque flotte, mais c'est de commencer à se tremper l'orteil puis lancer des projets pilotes. On est là d'ailleurs, le petite plug, là, ceux qui veulent faire des projets pilotes plus petits que ce qu'on présente aujourd'hui, mais pour encadrer un peu l'Institut du véhicule innovant est là pour vous accompagner. Oui, ça nous intéresse, ouais.
Les retombées d'un projet comme ça, là, Charles, c'est y en a immense. eu Hein? à travers, ça te fait voir avec ça, là? Oui, même ici au Québec, au Canada, à l'international. On a eu au total près de 200 participants d'entreprises de camionnage, 25 rapports techniques publiés, un rapport synthèse, des événements organisés. On en a fait 8 un peu partout au Québec, 5 capsules web sur YouTube. On a gagné des prix à l'Association québécoise du transport routier, coup de cœur du public, prix de développement durable. On a fait plus que 30 conférences, des panels, 45 articles. On a été appelé à parler aussi à l'international. J'ai eu des super questions très pointues sur le projet qui venaient de l'Italie, de la Norvège, de la Suède. On a fait parler de nous jusqu'en Australie. Wow. Puis, quand on se compare, là, on est quand même pas pire au Québec. C'est extraordinaire. Puis je vous dirais là, que votre point culminant, c'est de passer à Silence on roule. Là, là, je l'avais oublié, Martin. Vous êtes rendu dans le top du top. Écoute, Charles, c'est le temps qu'on avait pour parler de ce projet-là. Je trouve ça hyper intéressant. Moi, je veux rappeler aux gens qui veulent en savoir plus, on l'a dit, mais je vous le redis, il y a un hyperlien qui mène au rapport donc de ce projet-là qui est disponible dans les notes du podcast. En tout temps, les gens peuvent contacter l'Institut du véhicule innovant ou encore aller au www.flotterechargeable.ca, qui est un site web qui va vous donner plein d'informations sur ce qu'on a parlé aujourd'hui, mais sur aussi d'éventuels projets, parce que je vous connais, vous n'êtes pas le genre de s'asseoir sur ce projet-là puis ne plus en faire d'autres. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Oui. Charles, ce fut un plaisir de t'avoir ensemble aujourd'hui. Martin, merci énormément. On se reparle. Dès que vous avez un autre projet, vous me levez un flag, on en parle. Merci. À bientôt. Bye. Épisode hors série.